et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet un peu délicat, un sujet que beaucoup de gens ont déjà ressenti sans forcément pouvoir mettre les mots dessus, la rhétorique manipulatrice. Vous savez, c'est ce sentiment un peu bizarre après une discussion où l'on se sent confus, coupable, un peu perdu. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Cette question, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est souvent le point de départ. On sort d'un échange et on se dit « Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est moi qui exagère ?» L'objectif ici, c'est justement de faire la lumière sur ces situations, de comprendre ce qui se joue vraiment. Alors, attention, le point crucial à comprendre, c'est que la manipulation rhétorique, ce n'est pas juste un malentendu. Non. C'est une vraie stratégie totalement intentionnelle qui va mélanger des techniques de persuasion avec des leviers psychologiques. Et le but, c'est d'altérer la perception de la réalité de l'autre pour bien souvent prendre le contrôle. On peut vraiment voir ça comme un jeu, mais un jeu invisible, un jeu dont on ne connaît pas les règles au départ, un jeu où les mots ne sont pas là pour échanger des idées, mais bel et bien pour contrôler. La toute première étape, c'est donc d'apprendre à voir ce jeu pour ce qu'il est. Et c'est là toute la différence avec une discussion saine. Dans un débat constructif, on essaye de convaincre avec des arguments solides. Mais ici, le but est complètement différent. Il s'agit de semer le doute, de rendre l'autre dépendant effectivement, ou carrément de démolir sa crédibilité pour mieux le dominer. On n'est plus du tout dans la communication. Bon, pour savoir comment déjouer ce jeu, il faut connaître le manuel de l'adversaire en quelque sorte. Alors on va ouvrir ensemble ce fameux manuel du manipulateur et on va regarder de plus près les techniques les plus courantes et, il faut le dire, les plus efficaces. Ce tableau nous donne une super vue d'ensemble. On voit bien que la manipulation, c'est pas un bloc monolithique. Ça peut jouer sur les émotions en utilisant la peur, la culpabilité. Ça peut tordre la logique avec des raisonnements fallacieux. Ça peut attaquer les relations pour isoler la personne. Ou alors, ça peut être beaucoup plus subtil en usant la cible à petit feu. Et souvent, le manipulateur va piocher un peu partout. Allez, passons de la théorie aux exemples concrets. On va analyser quelques-unes des techniques les plus puissantes, celles qui ont le plus d'impact. Et on commence par une qui est particulièrement insidieuse, une qui s'attaque directement à la perception de la réalité. Le fameux gaslighting ou détournement cognitif. Regardez bien la différence, elle est énorme. D'un côté, on a une négation totale de la réalité de la personne. Ça n'est jamais arrivé, tu inventes. Le but, c'est de la faire douter d'elle-même, de sa propre santé mentale. De l'autre côté, dans un désaccord sain, on reconnaît la perception de l'autre, même si on n'est pas d'accord. Le gaslighting ne cherche pas la vérité, il cherche à détruire la confiance en soi. Ah, l'homme de paille, un grand classique. L'exemple est très parlant. Au lieu de répondre au vrai sujet, qui est par exemple « je m'inquiète pour tes dépenses », on déforme complètement l'argument pour en faire une caricature absurde. « Ah, donc tu veux qu'on vive dans la misère ?» C'est une tactique de diversion ultra efficace pour ne jamais aborder le fond du problème. Le chantage affectif. Là, la nuance est fine, mais elle est fondamentale. D'un côté, on se sert de l'amour ou des sentiments comme d'une arme pour forcer l'autre à faire quelque chose en le faisant culpabiliser. De l'autre côté, on exprime simplement son propre ressenti, son besoin. Ça ouvre la porte à une vraie discussion, à un compromis, sans s'accuser personne. Et croyez-moi, le manuel est encore bien épais. Il y a le love bombing, un bombardement d'amour au début pour créer une dépendance, puis on retire tout. Il y a l'attaque ad hominem, où l'on attaque la personne et pas ses idées. Il y a la victimisation pour retourner complètement la situation, ou encore l'isolement pour avoir un contrôle total. Bref, toute une panoplie d'outils pour maintenir l'emprise. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, la question à 1 million. Comment on s'en sort? Comment on se défend? L'idée, ce n'est surtout pas de rentrer dans le jeu du manipulateur, mais plutôt de se construire un bouclier rhétorique solide pour protéger son esprit et ses émotions. Le point de départ, la base de tout, c'est ça, la prise de conscience. Juste réaliser qu'on n'est pas dans un échange normal, mais bien dans un jeu de pouvoir. Et l'étape numéro 2, qui est cruciale, refuser de tomber dans le piège émotionnel. Garder son calme, rester factuel, c'est déjà reprendre une énorme partie du contrôle. Alors ça, c'est un outil très concret et très puissant, la technique de l'édredon. L'image est parfaite, l'idée c'est d'absorber le choc, sans renvoyer la balle. D'abord, le silence. Juste laisser l'attaque flotter dans l'air, ça casse le rythme. Ensuite, on reformule calmement, sans émotion, juste pour montrer qu'on a entendu. Puis, on pose une question ouverte, pour que ce soit à l'autre de se justifier. Et enfin, si ça ne suffit pas, on pose une limite claire, ferme et nette. C'est une technique qui désarme complètement l'agressivité. Et parfois, les outils les plus simples sont les plus efficaces. Ces petites phrases, ce sont de vrais remparts. Elles sont factuelles, elles ne laissent pas de place à la discussion stérile. C'est ton opinion, met fin à un débat qui ne mène nulle part. Je sais ce que j'ai vu, est parfait contre le gaslighting. Et puis, il y a le plus puissant de tous. Non, c'est une phrase complète, il ne faut jamais l'oublier.
Bien sûr, quand on fait face à une manipulation qui est intense, qui se répète, ces techniques seules peuvent ne pas suffire. Dans ce cas, il devient très important de documenter, de garder des traces écrites des échanges. Ça aide à rester objectif et à ne pas se laisser embrouiller. Et surtout, il ne faut pas rester seul avec ça. En parler à un ami, à un proche ou à un professionnel, c'est une étape absolument essentielle. Ici, et si au lieu de voir la manipulation uniquement comme une agression, on la voyait aussi comme une sorte d'opportunité, une occasion de se renforcer, de mieux se connaître et de développer sa propre résilience. Parce qu'au bout du compte, la meilleure des défenses, elle est à l'intérieur de nous. Plus on a une estime de soi qui est solide, plus on est capable de s'affirmer, de poser ses limites, et bien moins on est une cible facile, tout simplement. Le vrai bouclier durable contre la manipulation, c'est le travail sur soi. Cette citation, elle résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. L'idée n'est pas de vivre dans la paranoïa, mais bien d'acquérir des compétences. D'abord, reconnaître les tactiques, ensuite, avoir les outils pour les neutraliser, et enfin, se protéger pour pouvoir grandir. C'est un vrai chemin vers plus de force et d'autonomie. Alors, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est, avec ces nouvelles clés de lecture en main, quelle conversation, passée ou future, pourrait être vue sous un jour complètement nouveau? L'objectif, ce n'est pas de voir des manipulateurs partout, loin de là, c'est simplement d'être mieux équipé pour construire des relations plus saines, plus authentiques.